Bienvenue à vous, bienvenue aux internautes pour ce nouveau petit déjeuner. Un petit déjeuner organisé par le groupe Larcier et par Lexing, le département IP-IT de Philips & Partners. Ce petit déjeuner est consacré au financement des startups. Vous le savez, nous avons l'habitude de traiter en 4 questions de 5 minutes pour plus d'efficacité. Première question, quelle méthode de financement participatif choisir? Deuxième question, à quoi penser avant de lancer une campagne de crowdfunding? Troisième question, que mettre en place pour attirer du capital risque? Et enfin, pour finir, comment puis-je bénéficier des mesures du plan Startup? Comment aborder cette première question? Eh bien, vous le savez, nous avons une démarche inductive et je vous propose de partir d'un cas concret. Ici, une jeune pousse qui a développé une boîte à tartines intelligente. Cette boîte à tartines est connectée pour 2 choses. La première, c'est voir si la boîte à tartines est laissée trop longtemps en dehors d'un frigo et si il pourrait y avoir un problème alimentaire, de sécurité alimentaire. La deuxième fonctionnalité, c'est, vous le savez, nos petits Galapias ont tendance à jeter les tartines que maman a fait avec amour, et donc on vérifie à quel rythme les boîtes à tartines sont vidées afin de pouvoir surveiller nos gentilles têtes blondes. Nous avons déjà un prototype dans ce cas-ci. Notre start-up, Tartines et Botterham, a un produit à montrer. Elle veut financer la production de cette boîte à tartines, va donc voir son banquier et, hélas, fait face à un refus des banques. Dans cette hypothèse, on va alors se diriger vers des nouveaux entrants comme Look & Fin, My Micro Invest ou ce genre d'intermédiaires. Je vous propose d'examiner 5 formes de financement participatif. La première, c'est le don. Ça ne va évidemment pas pour notre cas, puisque la finalité de notre jeune pousse est lucrative. Ce n'est pas une association. Ça pourrait également être du peer-to-peer, mais là, c'est par exemple par le biais d'un intermédiaire comme Lending Club, mais c'est essentiellement utilisé aux États-Unis, nous n'y reviendrons pas. Nous allons voir essentiellement 3 formes de financement. Le préachat, par exemple par une société comme Kickstarter, le prêt par Look & Fin ou l'equity avec My Micro Invest. Première forme, le préachat ou la récompense. Nous proposons aux investisseurs d'acheter à l'avance le produit ou bien alors d'acheter un goodies pour un montant un peu supérieur à sa valeur. Dans cette hypothèse, souvent, il y a un objectif minimum à atteindre. Si on a une commande de 500 boîtes à tartines, alors nous produirons. Attention toutefois que ce sont les mêmes obligations que pour toute autre vente. Il va falloir donc respecter la législation sur la protection du consommateur, la législation e-commerce pour n'importe quel vendeur. Nous devrons assumer la garantie, mais ici la question ne se pose pas encore, puisque nous n'avons pas encore produit, mais il s'agit bien d'une mise en vente, toutes les législations doivent être respectées. Le risque est en fait pour le contributeur si le produit n'est jamais finalisé. Imaginons que vous souhaitiez acheter cette boîte à tartines pour l'anniversaire de votre enfant, ce qui ne me semble pas très sympathique, mais pourquoi pas. Il faut se rendre compte que le risque est que la boîte à tartines ne soit jamais produite ou pas produite à temps parce que le minimum ne serait pas atteint. Deuxième forme, le prêt. C'est quelque chose de traditionnel. On passe via un intermédiaire qui va coter le risque et fixer le taux d'intérêt en fonction de ce risque. Dans notre hypothèse, le taux sera peut-être un peu élevé, puisqu'on voit que des banques ne nous font pas confiance. Il est possible qu'on considère que le taux d'intérêt à servir devra être relativement élevé. Ça peut
être un taux d'intérêt fixe ou variable, mais en tout cas, il y a souvent un seuil minimum de financement à atteindre. Généralement, on émet un titre, par exemple un bon de caisse. Troisième forme, l'equity. Un intermédiaire va rassembler l'ensemble des personnes qui veulent investir et il sera le seul interlocuteur de l'entrepreneur. L'entrepreneur ne va pas devoir traiter avec un ensemble relativement important d'actionnaires, mais un seul intermédiaire. C'est évidemment intéressant pour ne pas avoir une assemblée générale pléthorique, par exemple. Cet intermédiaire va émettre et distribuer aux contributeurs des titres miroirs qui vont permettre d'obtenir les mêmes dividendes que s'ils étaient actionnaires directs, mais sans pouvoir de contrôle. On va en profiter éventuellement pour faire une plus-value et on voit que sur tous ces sites, c'est quand même une des finalités pour les investisseurs, c'est de faire une plus-value. On va pouvoir revendre sur un marché secondaire s'il existe, ce qui sera néanmoins relativement rare. Et il ne sera donc pas facile de sortir anticipativement, sauf à trouver quelqu'un à qui revendre le titre. Revenons à Tartine et Botoram, notre jeune pousse qui vend sa boîte à tartines. La bonne option, sans doute pour elle, est le préachat du produit. Elle va pouvoir créer un buzz, une communauté autour de son produit, autour de cette boîte à tartines intelligente et connectée. Elle va financer la production, mais ne va pas perdre le contrôle de l'entreprise. En tout cas, les actionnaires ne vont pas perdre le contrôle de l'entreprise et l'entreprise n'aura pas d'échéance à rembourser. Pour traiter de cette deuxième question, Tartine et Botoram va faire un brainstorming. Quels sont les risques? On l'a vu, ces risques sont essentiellement pour les investisseurs ou les contributeurs. Essentiellement, mais la société, elle aussi, court un risque. Celui du bad buzz. Si la boîte à tartines ne se vend pas, c'est public, et donc ce sera une mauvaise publicité pour la société. Dans sa checklist, que mentionner? Et tout d'abord, bien choisir la formule. On l'a vu, ici, c'est la meilleure formule pour ne pas perdre le contrôle, parce qu'il y a un prototype. Bien choisir son partenaire. Nous voyons dans le cadre de notre pratique actuelle que certains partenaires sont plus fiables ou moins fiables selon les cas. Il faut fixer l'objectif d'investissement de façon adéquate. Pas trop haut parce que là on a un risque d'échec et pas trop bas parce que c'est inutile d'avoir une somme insuffisante naturellement. On fera sans doute appel à son expert comptable qui fixera le montant adéquat et qui l'aura normalement fixé avec vous dans le cadre du business plan. Il faut également préparer le cadre juridique, comptable et fiscal de l'opération. Les contrats sont évidemment importants. Également dans notre pratique, nous constatons que certains contrats sont parfois un peu légers ou assez déséquilibrés. Il faut veiller à cet équilibre avec les partenaires, même si on a des besoins, ce n'est pas une raison pour avoir des droits déséquilibrés. Il faudra éventuellement procéder à la facturation. On sait que la demande de paiement n'entraîne pas l'obligation de faire une facture, mais par contre, une fois que le bien aura été payé, il faudra facturer et payer la TVA. C'est une vente comme une autre. Il faut s'assurer d'avoir les moyens de faire face à la demande. Est-ce que ma logistique est prête? Est-ce que mes contrats avec les fournisseurs sont prêts? Tous ces éléments doivent être bouclés à l'avance naturellement. Et bien entendu, une campagne de crowdfunding, c'est avant tout une campagne de communication. Il faudra avoir le site web adéquat et donc un partenaire qui a un site adéquat, utiliser les médias sociaux et avoir des équipes de vente ou de marketing. Mais avant tout, ce qu'il faut faire, c'est respecter ses engagements. On s'engage dans le cadre de notre société à faire des boîtes à tartines quand l'objectif minimum est atteint. Eh bien, il faut produire effectivement. On le voit, le crowdfunding permet un accès à un financement par la création d'une communauté autour d'un produit par une communication plus aisée. Mais cela ne se fait évidemment pas tout seul. C'est un plus grand investissement que pour un financement classique, mais c'est sûrement plus fun
que de devoir négocier avec son banquier. Je vous propose maintenant de céder la parole à Alexandre qui va vous parler du plan Start-up. Que mettre en place pour profiter des mesures du plan Start-up? Pour déterminer ce qu'est le plan Start-up, nous allons à nouveau partir d'un exemple. Donc les trois canards bien connus, Riri, Fifi et Loulou, souhaitent lancer un manuel du Castor Junior en ligne et ils ont besoin d'une mise de départ. Ils décident de s'adresser à leur grand-oncle Picsou, qui est extrêmement riche, comme tout le monde le sait. Mais on ne devient pas extrêmement riche en distribuant allègrement son argent à n'importe quel neveu qui veut se lancer dans un projet. Donc l'oncle Picsou en veut pour son argent, il veut un retour sur investissement et ça tombe bien, il a entendu parler du plan Start-up belge. Qu'est-ce que ce plan Start-up justement? C'est un ensemble d'incitants fiscaux en faveur des entreprises starters qui a été abondamment, dont le gouvernement fédéral a abondamment fait la publicité en début d'année 2015 et qui s'est concrétisé dans une loi programme du 10 août 2015. En principe, les grandes mesures de cette loi programme sont entrées en vigueur à partir du 1er août. Mais dans une large part, ces mesures sont inopérantes car elles doivent être précisées. Nous allons évidemment déterminer tout cela ensemble. La mesure phare, c'est le tax shelter. Vous connaissez sans doute le succès qu'a eu le tax shelter dans l'industrie du cinéma et le gouvernement a voulu avoir cette même mesure dans le cadre des startups. Quel est le principe? Il s'agit d'une réduction d'impôt qui peut s'élever à 45% dans certaines circonstances, pour un particulier qui fait l'action de nouvelle part ou de part d'un fonds starter, mais nous n'allons pas développer ce point, d'une entreprise qui débute. Nous n'allons pas aborder la question du fonds starter, car la FSMA, qui est le garde-chasse des banques et assurances, doit clarifier les conditions d'agréation de ces fonds. Quelles sont les conditions pour bénéficier de ce tax shelter? Eh bien, nous devons être une nouvelle société qui doit émettre des parts lors de sa constitution ou faire une augmentation de capital dans les 4 années qui suivent cette constitution. L'apport par la personne physique qui bénéficie de cette mesure est de maximum 100 000 € par période imposable. Donc une personne peut évidemment investir plus que 100 000 €, mais elle ne pourra bénéficier de la réduction d'impôt que sur ces 100 000 €, qui doivent absolument être fournis en numéraire, en cash, doivent être intégralement libérés, et cela doit représenter maximum 30% du capital. Donc à nouveau, une personne physique pourra investir plus, mais elle ne pourra bénéficier de la réduction d'impôt que sur le montant de son investissement qui correspond à ces 30% de capital. Cette réduction est ouverte largement à toute personne physique, y compris les travailleurs de l'entreprise, ce qui peut présenter un intérêt certain, mais pas aux dirigeants, et le dirigeant étant entendu largement comme toute personne qui a une activité dirigeante au sein de l'entreprise, donc l'administrateur, le gérant, le liquidateur, etc. etc. L'investissement peut être réalisé directement par un investisseur qui amène de l'argent, mais elle peut également être réalisée par le biais d'une plateforme de crowdfunding agréée, les conditions d'agréation étant encore à préciser. Donc pour l'instant, ça n'est pas encore possible à faire en Belgique. La société doit remplir un certain nombre de conditions qui ont pour but d'éviter des fraudes. Donc il faut avoir au moins un établissement belge constitué au plus tôt le 1er janvier 2013. La société ne doit pas être issue d'une fusion ou d'une scission qui créerait artificiellement une nouvelle société. Elle doit être considérée comme une petite société au sens de l'article 15 du Code des sociétés. Il ne doit pas s'agir d'une société d'investissement, de trésorerie, d'une société de construction, etc., etc. Il y a plusieurs autres conditions que je ne vais pas détailler ici. Une, toutefois, est fort importante, c'est que la société n'a pas déjà reçu plus de 250 000 € par le biais de ce mécanisme de tax shelter. Donc, pour le particulier, il peut investir 100 000 € dans la société, et la société ne peut bénéficier qu'à hauteur de 250 000. Certaines de ces conditions doivent être remplies pendant 4 ans après la libération des fonds. Donc cela doit garantir une continuité
dans la société, à nouveau, dont l'objectif est d'éviter les fraudes. Par exemple, une des conditions que j'avais détaillées, c'est que la société ne doit pas être une société de construction. Il est évidemment interdit de créer une société dont l'objet social n'est pas du tout la construction, de récolter des fonds et d'immédiatement après transformer la société en société active dans l'immobilier. Les pourcentages de réduction peuvent être de 30% et monter jusqu'à 45% selon la taille de la société. Donc 30% société, PME, petite société. Donc elle doit remplir 2 des 3 critères suivants. Total du bilan maximum 3 650 000, total du chiffre d'affaires hors TVA 7 300 000 ou 50 travailleurs occupés en moyenne annuelle. Si la société remplit 2 critères sur les 3 suivants, elle peut monter, le pourcentage de la réduction peut monter jusqu'à 45%. Donc ici, on est dans l'hypothèse des très petites sociétés, total du bilan maximum 350 000, total du chiffre d'affaires 700 000, 10 travailleurs occupés en moyenne annuelle. Quelles sont les obligations pour l'investisseur afin qu'il puisse bénéficier de cette réduction? Eh bien, il doit conserver les parts pendant 4 périodes imposables et il doit prouver à la fois la réunion des conditions que nous avons détaillées tout à l'heure et la possession des parts pendant ces 4 périodes. Alors, il est évidemment libre de se dessaisir de ses parts, mais il devra à ce moment-là rembourser sa réduction d'impôt au prorata du temps écoulé. Un arrêté royal doit fixer les modalités de preuve qui doivent être rassemblées par l'actionnaire pour bénéficier de cette réduction, preuve qu'il devra fournir avec ses déclarations fiscales. Mais pour l'instant, cet arrêté royal n'est pas encore rédigé et donc on ne peut pas vous donner plus de détails. Que mettre en place pour la société qui souhaite attirer du capital dans ce cadre-là? Donc, que doivent mettre en place Riri, Fifi et Loulou? Bien, tout d'abord, ils doivent bien réfléchir, parce que pour une jeune société, ça peut être parfois compliqué de se retrouver avec un investisseur qui va rentrer au capital directement. Donc, ça veut dire qu'il va participer aux décisions et qui va peser sur le contrôle de l'entreprise. Donc, le choix de cette mesure doit être mûrement réfléchi et doit être préparé, notamment en prévoyant un pacte d'actionnaires. Ensuite, la société et à ce moment-là l'investisseur doivent vérifier que les conditions sont bien remplies et c'est probablement une bonne pratique une fois que l'arrêté royal sera paru. Les sociétés qui veulent bénéficier de cet investissement devraient préparer un package probatoire conforme à cet arrêté royal. Quels sont les avantages et inconvénients? On l'a déjà dit, vous avez le gros avantage, c'est l'accès au financement privé plus aisé. Si le tax shelter pour les startups ne fût-ce qu'une partie du succès du tax shelter cinématographique, ce serait déjà magnifique pour toutes les jeunes entreprises en Belgique. Sous réserve des conditions et des modalités de preuve qui doivent être encore précisées, le montage est relativement simple. Et les taux et les montants sont tout à fait avantageux et pour le starter et pour l'investisseur. Quels sont les inconvénients maintenant? Eh bien, il faut vérifier les conditions, il faut vérifier qu'on peut se ménager les preuves de ces conditions, donc être conforme à l'arrêté royal qui va préciser les modalités de preuve. On doit conserver les parts, donc ça veut dire qu'il y a assez peu de liquidité à ce niveau-là. Et pour l'entreprise, eh bien, on a le risque d'entrer au capital de personnes extérieures alors que la société n'est pas encore assez mature, que le projet n'est pas encore assez mûr pour supporter cette entrée. Le tax shelter, je vous l'ai dit, c'était la mesure phare. Il existe d'autres mesures du plan Startup. Comment Riri, Fifi et Loulou peuvent-ils en bénéficier? Première mesure, la dispense de versement du précompte professionnel. Deuxième mesure, l'exonération des intérêts sur les prêts des starters. Troisième mesure, une déduction pour les investissements dans le numérique. Donc, dispense du versement du précompte professionnel. Il s'agit évidemment d'une dispense partielle et pas totale. C'est une dispense de 10% du précompte, pour autant que l'entreprise mette en place une retenue à la source de la totalité.
C'est applicable à partir du 1er août 2015 aux conditions suivantes. La société doit avoir été constituée il y a moins de 4 ans. Elle doit rentrer dans le champ d'application de la loi sur les conventions collectives et il doit s'agir d'une petite société au sens de l'article 15 du Code des sociétés. La dispense peut monter à 20% si on est dans le cadre d'une très petite entreprise. Donc ce sont les critères que je vous ai détaillés tout à l'heure. Donc total du bilan maximum 350 000 €, chiffre d'affaires 700 000, 10 travailleurs occupés en moyenne annuelle. Deuxième mesure, l'exonération des intérêts sur les prêts. Alors, les prêts de personnes physiques à une entreprise par le biais d'une plateforme de crowdfunding agréée peuvent entraîner une exonération des intérêts, du précompte sur ces intérêts. Pour l'instant, cette mesure est encore inopérante puisqu'il n'y a pas de plateforme de crowdfunding agréée. Quelles sont les conditions prévues dans la loi programme? Eh bien, ce prêt doit être réalisé en dehors de l'activité professionnelle du prêteur. Le prêt doit être étalé sur 4 ans. Il ne doit pas s'agir d'un prêt de refinancement. L'entreprise doit avoir moins de 4 ans. 4 ans est toujours un délai prévu par la loi qui revient systématiquement. Et il doit à nouveau s'agir d'une petite société au sens de l'article 15 du Code des sociétés. Le prêteur doit évidemment déclarer les prêts octroyés et payer, le cas échéant, s'il dépasse les montants dus. Troisième mesure, la déduction unique pour investissement dans le numérique. Donc, on a une majoration de la déduction de 3,5% pour certains investissements et les investissements dans les actifs numériques visant à intégrer et à exploiter les systèmes de paiement et ou de facturation digitaux ainsi que les systèmes qui tendent à la sécurisation d'éthique donnent droit à une majoration de 10% portant la déduction unique de 3,5 à 13,5. Pour cette dernière mesure, les conditions doivent encore être précisées, notamment sur la définition des investissements qui doivent être prévus dans un arrêté royal à venir. Pour l'instant, on n'a pas encore de détails. C'est ouvert aux petites sociétés et en théorie, c'est applicable à l'exercice fiscal 2016 pour les investissements de 2015. Mais pour l'instant, évidemment, nous n'avons pas encore suffisamment de détails pour vous conseiller de vous lancer dans cette activité. Dernière mesure qui ne fait pas à proprement parler partie du plan Startup, mais qui a été également fort mise en avant lors des discussions, c'est le travail de nuit dans l'e-commerce. Il faut savoir qu'en Belgique, pour l'instant, le travail de nuit est strictement réglementé, n'est pas encore ouvert pour la logistique dans l'e-commerce. Et donc, en fonction du moment où vous commandez en ligne, vous pourriez très bien être plus vite livré chez vous à Liège, au départ d'Amsterdam, que si l'entreprise d'e-commerce est située à Liège. Donc là, on a là 2 poids 2 mesures qui voulaient être réglées par le gouvernement fédéral. C'est encore en discussion et il y a eu un deuxième round de négociations en juin 2015 pour avoir une concertation sociale. C'est ce qui explique également que ces mesures n'ont pas été intégrées au plan Startup et la loi programme du mois d'août. Un projet d'arrêté royal est attendu pour le 1er janvier 2016. Il serait en cours de rédaction, mais nous n'avons pas plus de détails à l'heure actuelle. Nous avons vu toutes ces mesures. Comment en bénéficier? Il faut d'abord évidemment vérifier les conditions. Est-ce que nous rentrons bien dans les conditions du tax shelter, de la déduction des intérêts, etc., etc. Il faut être très prudent sur le fait que bon nombre de mesures ont été annoncées à grand renfort de publicité par le gouvernement, mais ne sont pas encore précisées. Donc il n'y a pas d'agréation des fonds starters, des plateformes de crowdfunding. On n'a pas de détails sur les modalités probatoires concernant les conditions à remplir pour bénéficier du tax shelter. Et donc, il faut absolument ne pas hésiter à demander conseil pour savoir ce que vous pouvez faire déjà dès maintenant ou attendre encore un peu. En conclusion, sur ces 4 questions, donc tout d'abord, le financement participatif, c'est un outil formidable qui permet d'accéder à des financements en dehors des circuits classiques, mais qui peut également être désastreux en cas d'échec, puisqu'il peut servir de caisse de résonance si jamais le produit n'est pas satisfaisant. C'est pourquoi nous vous proposons de respecter la formule des 3 P, préparation, préparation, préparation. Concernant le plan Startup, Starter, utilisez-le.
C'est pas souvent en Belgique que les entreprises et les indépendants sont aidés. Méfiez-vous toutefois des effets d'annonce du gouvernement. Toutes les mesures ne sont pas encore applicables ou clairement définies. Dans le doute, n'hésitez pas à vous faire conseiller. Je clôture là maintenant ce IRLégal consacré au financement des entreprises. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à aller voir sur le site web le programme des prochains événements.